Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, chaque jour, je questionne le chef de la CAQ et je n'obtiens aucune réponse. Il me répond plutôt par des attaques. Ses premières phrases sont toujours destinées à accuser le précédent gouvernement. C'est sans doute dû à ses nombreuses années passées dans l'opposition. Mais pourtant, c'est lui qui est premier ministre. Il a pourtant toute la latitude pour agir. Il compose également avec un surplus. Et au cours des dernières années, la cote de crédit du Québec n'a cessé de s'améliorer. La semaine dernière, on a vu une étude qui témoignait, entre autres, d'une forte croissance du revenu disponible par habitant. Monsieur le Président, l'économie du Québec a connu au cours des dernières années sa meilleure performance depuis plus de 20 ans, et ce, grâce au gouvernement libéral. Malgré tout, ça ne suffira pas à financer les nombreuses promesses de la CAQ. C'est le ministre des Finances lui-même qui le dit. L'économie du Québec, dit-il, va devoir surperformer si on veut tenir parole. Les deals tardent à venir. Des barrages, ça ne se construit pas en se claquant les doigts. Je n'entends pas parler de beaucoup de méga-projets d'investissement privé et on voit donc qu'il y a des promesses brisées qui s'accumulent. Où le premier ministre va-t-il prendre l'argent pour financer ces nombreuses promesses qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'il prévoyait? Monsieur le Premier ministre. Je ne suis pas sûr que je comprends bien, Monsieur le Président, la question du chef de l'opposition officielle. Il nous dit d'un côté qu'on nage dans les surplus. J'ai bien entendu ça. Et il nous dit de l'autre côté, où va-t-on prendre l'argent pour financer des investissements en éducation, des investissements en santé? Moi, je pense que, Monsieur le Président, on a déposé un budget qui est ambitieux. Oui, on veut créer plus de richesses. Oui, je considère que le Québec a un écart de richesse inacceptable avec l'Ontario, avec le reste du Canada, avec les États-Unis. L'écart de 16-17 de richesse avec l'Ontario est à peu près le même depuis 15 ans. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration. Il y a eu des bonnes années, des mauvaises années. Mais quand on fait la moyenne des 15 années libérales, l'écart est resté à peu près le même avec l'Ontario, puis avec le reste du Canada, puis avec les États-Unis. Donc, on va changer cette situation-là. On est en train de faire des changements importants chez Investissement Québec pour attirer plus d'investissements privés. On a vu hier un beau projet de 700 millions au port de Québec. Il y a d'autres projets qui s'en viennent et moi, je suis confiant qu'on va réduire cet écart de richesse au cours des prochaines années. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, parmi les promesses brisées, il y avait des baisses d'impôts qu'ils avaient promis, entre autres, et les contribuables n'en ont pas eu droit. Le chef de la CAQ a tellement fait de promesses, d'ailleurs, qu'il ne sait plus comment les financer. Il faut donc abandonner ces promesses. Pourquoi faire patienter, comme l'a dit encore votre ministre des Finances, jusqu'en 2024? Comment faire patienter les contribuables à qui vous avez promis des baisses d'impôts? Le Premier ministre. Monsieur le Président, comme on dit en québécois, le chef de l'opposition officielle a manqué une bonne game. Parce que quand on regarde la campagne électorale, la CAQ a pris 3 engagements. Mettre un taux de taxe scolaire de 10 cents dans toutes les régions, alors qu'il y a des régions qui sont à 30 cents. Le Parti libéral était contre ça. On a pris l'engagement de mettre un tarif unique pour les garderies. On est en train de le faire. Puis on a pris un engagement d'augmenter l'allocation familiale pour le 2e et 3e enfant. Puis on est en train de le faire. Donc, 3 promesses tenues. Je comprends que les libéraux ne sont pas habitués à ça. Qui s'habituent, ça va être comme ça pendant 4 ans. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît. La parole appartient au chef de l'opposition officielle. La population, ce dont elle se souvient, c'est que le chef de la CAQ et la députée de Saint-Hyacinthe avaient mobilisé les Québécois et promis de retourner un chèque de 350 $ aux contribuables du Québec s'ils étaient élus. Il est où le chèque, Monsieur le Président? C'est lui qui est premier ministre maintenant. Pourquoi là-dessus, il n'a pas tenu parole? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je pense que le chef de l'opposition officielle a déjà été en affaires. Donc, je l'invite à lire notre cadre financier. Il ne va pas trouver nulle part 1,5 milliard de trop perçus qui a été trop perçu par les libéraux. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de remettre de l'argent de 3 façons: taxe scolaire, tarif de garderie
et allocations familiales, puis on remet plus qu'1,5 milliard. Donc, ce qu'on a promis, on va tenir nos promesses. Donc, j'aimerais qu'il me montre où il a vu ça dans notre cadre financier, ce qu'il dit d'Hydro-Québec. Troisième complémentaire, je pense que vous comprenez que la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. On vous écoute. Sur la question des maternelles 4 ans, ce n'est pas 5 000 classes qui vont être créées, mais plutôt 2 600. Et la facture sera beaucoup plus salée que ce qui était estimé. Vous évaluiez d'ailleurs à 122 400 le coût par classe. La réalité, c'est 800 000. Est-ce que le premier ministre, qui a mis son siège en jeu pour cette promesse, considère qu'il va tenir parole en créant seulement la moitié des classes promises au coût de 2 milliards de dollars? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, au Québec, il y a 27 des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Malheureusement, la majorité de ces enfants-là n'obtiennent pas de diplôme. Pourtant, la majorité de ces enfants-là ont le potentiel d'obtenir un diplôme si on agit tôt. Moi, je suis convaincu que si on donne à ces enfants une maternelle 4 ans avec des enseignants, avec des orthophonistes, avec des orthopédagogues, on va multiplier par 10 les chances que ces enfants réussissent. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas mettre en place la maternelle 4 ans, qu'elle soit disponible pour tout le monde. Ce sera aux parents de décider qui veut l'utiliser. Question principale, Madame la députée d'Acadie. Monsieur le Président, il y a un mois, le bris d'une digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac a entraîné l'inondation rapide d'un tiers de la municipalité, forçant l'évacuation de 6 000 personnes. Ces sinistrés étaient pourtant établis dans une zone non inondable selon le zonage en vigueur. Aujourd'hui, ce sont leurs vies qui se retrouvent en suspens. Le nouveau programme d'indemnisation pour les sinistrés du gouvernement est mal adapté à leur réalité. Malgré leur volonté de quitter, plusieurs n'atteindront pas les 100 000 $ de dommages pour leur donner accès à l'aide à la relocalisation. Pour ceux qui y ont accès, la valeur totale de l'aide sera insuffisante pour permettre d'éviter d'importantes pertes financières. Monsieur le Président, ce sont des personnes issues de la classe moyenne et nous avons parmi nous aujourd'hui des familles de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ces personnes se retrouveront avec d'importantes dettes hypothécaires et sans maison. Que compte faire le gouvernement pour leur venir en aide? De la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Je salue bien sûr les gens qui sont présents ici parmi nous et nous comprenons tous la difficulté et la situation très éprouvante dans laquelle ils se trouvent. Ce qui est survenu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est une situation exceptionnelle. C'est un sinistre qui était imprévu parce qu'il y avait effectivement une digue qui était censée protéger la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, depuis le tout début, nous avons agi rapidement, évidemment, au moment où il y a eu la rupture de la digue, et par la suite, nous avons traité cette situation exceptionnelle avec des moyens exceptionnels, entre autres en nommant un sous-ministre, M. Jean Séguin, qui est sur place à Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis quelques semaines maintenant et qui est spécifiquement attitré, dédié à gérer la situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Nous sommes en communication permanente avec Mme Paulus, la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour trouver les meilleures solutions à court, moyen, long terme pour Sainte-Marthe. Je le répète, nous reconnaissons que la situation est exceptionnelle. Maintenant, nous avons un nouveau programme d'indemnisation, comme le sait la collègue d'Acadie, comme le savent tout le monde d'ailleurs, un programme d'indemnisation qui permet déjà de régler plus facilement, plus rapidement et plus aisément beaucoup de cas d'indemnisation. Déjà 24 millions de dollars qui ont pu être avancés en indemnisation. C'est déjà beaucoup mieux que ce qui se faisait auparavant. Première complémentaire, Madame la députée d'Acadie. Le sous-ministre lui-même a dit que ce programme d'indemnisation ne s'adressait pas à ces familles. Monsieur le Président, certains de ces sinistrés ont pris le temps d'écrire au premier ministre et à la ministre de la Sécurité publique. Malheureusement, ils n'ont rien obtenu d'autre qu'un simple accusé de réception. Ils ont pourtant besoin de réponses et rapidement. La confiance envers la digue est brisée. Ils ne veulent pas revivre l'angoisse et l'inquiétude. Je le répète, ces familles vivaient en zone non inondable. Le gouvernement peut-il délaisser son approche mur à mur et ajuster son programme? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Je le répète, la situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac est prise très au sérieux. Non seulement nous avons nommé un sous-ministre spécifiquement affecté à être en communication et présent en permanence à Sainte-Marthe, mais notre groupe d'action ministériel que je préside, formé de 8 ministres, s'est penché en priorité sur le cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La première annonce que nous avons faite est notre intention de financer, de soutenir la reconstruction et le renforcement de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et nous continuons de traiter tous les enjeux
enjeux relatifs au rétablissement à Sainte-Marthe. Je vais assurer les gens qui sont présents ici aujourd'hui que nous trouverons les meilleures solutions au cas par cas, parce que toutes les personnes ne sont pas dans la même situation, mais nous travaillons tous les jours, moi, mes collègues de l'Environnement et des Affaires municipales, à trouver les meilleures solutions pour tout le monde, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée Monsieur d'Acadie. le Président, on veut un engagement plus précis de la ministre. Les familles sinistrées de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sont ici aujourd'hui dans nos tribunes parce qu'elles désirent avoir des réponses claires quant à leur avenir et au soutien que leur apportera le gouvernement du Québec. Je rappelle que ces familles ne sont pas établies en zone inondable, étaient établies en zone non inondable. C'est la digue qui a cédé. Le premier ministre et la ministre peuvent-ils s'engager à rencontrer ces gens à la fin de la période des questions? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, Monsieur le Président, le programme d'indemnisation s'applique à toutes les personnes qui ont subi des dommages dans le contexte des sinistres. Évidemment, il y a des cas particuliers, raison pour laquelle je dis qu'il faut évaluer les solutions spécifiques à chacun. Le cas des personnes qui sont présentes ici aujourd'hui seront étudiés, bien sûr, comme tous les cas. Et je tiens à répéter que ce programme-là n'a qu'un seul objectif, simplifier la vie des gens. Et, Monsieur le Président, je pense que la gestion des inondations doit être transpartisane. Donc, je sollicite le concours de la députée d'Acadie pour faire en sorte qu'on trouve ensemble les meilleures solutions. Et ce programme d'indemnisation, de même que toute l'action proactive de notre gouvernement depuis le début, est déjà beaucoup mieux que ce qu'ont fait les libéraux à une précédente époque. Donc, Monsieur le Président, on travaille fort pour trouver les meilleures solutions. Question principale. Encore une fois, s'il vous plaît, Madame la députée de Vaudreuil, vous êtes la seule à avoir la parole en ce moment. La question est à savoir si la ministre et le premier ministre étaient d'accord pour rencontrer les personnes présentes. Jour 41 des mesures d'urgence pour plusieurs villes du Québec toujours victimes des crues printanières. Vendredi dernier, des municipalités dont Rigaud, Terrasse-Vaudreuil et Pointe-Fortune ont lancé un appel à l'aide au gouvernement, se disant étranglés par les coûts de service qu'ils doivent fournir aux sinistrés. À titre d'exemple, la municipalité de Rigaud a déboursé 1 million pour 5 semaines d'hébergement et de repas. Contrairement à 2017, faute d'entente avec le gouvernement et la Croix-Rouge doit facturer directement les municipalités pour les coûts d'entretien, de repas et d'hébergement offerts aux sinistrés. Il y a un mois, je me suis levée ici dans cette Chambre pour soulever la problématique. Je l'ai aussi invoquée lors d'une rencontre avec le groupe technique de la ministre et rien n'a été fait. Actuellement, les municipalités n'ont d'autre choix que réduire l'aide alimentaire et ouvrir leurs salles communautaires pour leurs sinistrés. Est-ce que la ministre va s'engager à conclure une entente avec la Croix-Rouge dès maintenant? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, le cas de Rigaud est un autre cas d'exception où la situation est criante. Nous le reconnaissons également. Nous avons été très proactifs depuis le tout début de la situation de la gestion des inondations, en préparation, en intervention et maintenant en rétablissement. Et nous sommes en communication aussi constante avec le maire de Rigaud. Encore hier, mon cabinet a parlé directement au maire de Rigaud. Nous sommes bien conscients qu'il y a des enjeux liés à l'hébergement. Et justement, hier, je ne sais pas si la députée de Vaudreuil est au courant, nous avons trouvé hier avec le maire de Rigaud une solution pour les prochaines semaines. Nous lui avons accordé une extension supplémentaire. Les Forces armées canadiennes sont arrivées à Rigaud ce matin à 9h30 et notre direction régionale est en communication permanente aussi avec le maire de Rigaud. Donc, nous trouvons des solutions. Nous sommes toujours en mode solution. Et la communication est directe et permanente avec le maire de Rigaud aussi. Donc, j'espère que ça rassure la députée de Vaudreuil. Madame la députée de Vaudreuil, vous avez la parole. En 2017, la quasi-totalité des frais avait été pris en charge par le gouvernement. Depuis, les modalités ont changé et les municipalités ne reçoivent que l'aide aux 2 semaines. Incroyable. C'est aux 14 jours que les sinistrés jouent à la chaise musicale. Monsieur Pelletier et sa femme, citoyen de Rigaud, ont dû changer 3 fois d'hôtel. Et je cite un citoyen de Rigaud, on a l'impression que le gouvernement préférait que Rigaud devienne une ville fantôme plutôt que d'avoir à nous sauver. Est-ce que la ministre peut prendre une entente claire et définitive avec la Croix-Rouge pour aider les sinistrés et aussi rencontrer la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. J'ai souvent fait appel au concours de la députée de Vaudreuil pour qu'on travaille tous ensemble. Ce serait important de rétablir les faits. L'enjeu d'hébergement a été pris en compte depuis le tout début et la députée sait très bien qu'à chaque fois que le besoin s'est fait sentir, j'ai accordé des extensions pour rendre les dépenses d'hébergement admissibles à un remboursement gouvernemental. Je viens de lui dire que mon cabinet est en communication directe avec le maire de Rigaud. On lui a parlé encore hier pour trouver une nouvelle solution à son problème. Notre direction régionale, même chose. Nous avons aujourd'hui même des séances d'information publique à Rigaud et des bureaux temporaires pour ouvrir les dossiers de sinistrés demain et vendredi. Donc, Monsieur le Président, il m'apparaît évident que nous sommes en action directement sur place à Rigaud. En terminant, deuxième complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Ma question était Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Pointe-Fortune.
Aujourd'hui, ça fait plus de 5 semaines que ça dure et on prévoit le retour à des niveaux acceptables autour du 10 juin. Au début, les médias, les ministres, le gouvernement de la CAQ étaient sur le terrain dans tous les comtés sinistrés, en hélicoptère, en pneumatique, avec la Sûreté du Québec, l'armée, en promettant de ne pas laisser tomber les sinistrés. Ils sont ici aujourd'hui, vous pouvez les rencontrer. Après 5 semaines, où est le gouvernement quand les sinistrés et le monde municipal appellent à l'aide? Madame la ministre de la Sécurité publique, s'il vous plaît, encore une fois, votre attention. La parole appartient à la ministre de la Sécurité publique. Bien, le gouvernement, Monsieur le Président, est toujours au travail. Je l'ai dit, on met autant d'efforts en prévention qu'en intervention, qu'en rétablissement, et nous demeurons en contact direct avec toutes les municipalités particulièrement touchées, dont Rigaud, dont Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dont Gatineau aussi. Et, Monsieur le Président, j'informe la collègue de Vaudreuil, si jamais ça l'intéresse, que je travaille aussi sur une stratégie qui va nous permettre de fermer les vieux dossiers de 2017 qui traînent encore, de gens qui sont inondés à nouveau cette année, avec notre nouveau programme qui est beaucoup plus simple. Je vous demande, s'il vous plaît, non, je m'excuse. Soyez attentifs, je vous demande votre attention. Je pense que vous souhaitez entendre la réponse et la parole n'appartient qu'à la ministre de la Sécurité publique. De ce côté-ci aussi, c'est la même chose. Attention, s'il vous plaît. Donc, Monsieur le Président, à la fois les citoyens de Rigaud qui sont présents et la députée seront peut-être intéressés de savoir que je travaille sur une façon de pouvoir traiter les vieux dossiers pas réglés à cause de l'ancien programme libéral avec notre nouveau programme beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour les citoyens. Question principale. Monsieur le député de Jonquière, je vous demande votre attention, s'il vous plaît, à certains députés particulièrement. Député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, la situation en psychiatrie à Québec est chaotique. Près de 3000 personnes atteintes de troubles mentaux n'ont pas de médecin de famille. Mais pire que ça, à la clinique externe de psychiatrie de l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, 580 patients sont sous traitement et médicamentés, mais sans aucun psychiatre pour les prendre en charge. Le plan de transformation du CIUS ferme la psychiatrie dans les hôpitaux généraux et met fin à des programmes pour des maladies complexes comme la schizophrénie. Normalement, selon la loi, quand le CA veut faire un changement comme ça, il doit consulter les médecins, dentistes, pharmaciens, les infirmières. Savez-vous quoi? Rien n'a été fait, donc contravention totale avec la loi. Est-ce que la ministre va faire respecter la loi et s'assurer surtout que les 580 patients auront un psychiatre pour la qualité de leurs soins auxquels ils ont droit? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, cette situation est très préoccupante et nous avons demandé un suivi systématique de la situation pour ces 580 patients en attente d'un service au niveau d'un psychiatre à Québec. Alors, il y a des actions qui sont prises actuellement par le CIUS de la capitale nationale. Il faut s'occuper de ces gens dans une situation vraiment où il y a eu beaucoup de départs de psychiatres qui ont pris leur retraite, notamment. On dit qu'il y a 14 personnes qui ont quitté là, récemment au niveau des psychiatres. Il y a des nouveaux, au niveau des psychiatres, mais il y a des nouveaux psychiatres qui vont arriver cet été. Entre-temps, il faut vraiment que ces personnes aient des services. Et c'est ce qu'on fait au CIUS de la capitale nationale. On voit à ces gens, il y a des infirmières qui sont formées en santé mentale, qui évaluent toutes ces personnes actuellement, qui font les liens avec les psychiatres qui sont sur place pour les personnes qui requièrent nécessairement des services d'un psychiatre. Pour d'autres qui pourraient être suivis par un médecin de famille, on fait les liens avec les médecins de famille et il y a des équipes en santé mentale qui vont s'occuper de ces personnes qui doivent avoir accès à des services. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, les Québécois sont tannés du double standard entre santé mentale et santé physique. Est-ce qu'on laisserait à l'abandon 580 patients qui ont des problèmes de cancer, par exemple? La réponse, c'est non. Mais au CIUS de la capitale nationale pour la santé mentale, c'est pas la même chose. Alors, est-ce que la ministre est consciente qu'il y a eu un suicide, des tentatives de suicide également chez des patients abandonnés par des psychiatres? Il faut des actions immédiates, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, moi, Monsieur le Président, le député de Jonquière a raison de dire que la santé mentale, là, c'est aussi important que n'importe quel autre programme en santé et services sociaux, que ceux de la santé physique, par exemple. C'est ce qu'on fait actuellement dans nos actions. On a annoncé, j'ai annoncé la semaine dernière, un investissement, il y a quelques jours, de 20 millions de dollars
en santé mentale pour donner accès à des services sur des gens qui sont sur des listes d'attente actuellement. Et le CIUS de la capitale nationale est à pied d'œuvre pour donner accès aux personnes qui sont sur la liste d'attente. Et nous allons suivre cette situation très importante. Il faut que ces gens aient accès à des services. Deuxième complémentaire, M. le député Jonquière. Oui, la ministre nous parle de 20 millions pour un plan à long terme, là, mais en attendant, on a 580 patients hyper vulnérables qui n'ont pas de psychiatre. Au CIUS de la capitale nationale, il y a trop de patients, puis il n'y a pas assez de psychiatres pour s'occuper d'eux. Alors, est-ce que la ministre va donner l'ordre au CIUS d'appliquer immédiatement un plan d'urgence pour s'occuper des 580 patients vulnérables qui ont des problèmes sérieux de santé mentale et qui ont besoin d'un suivi étroit? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, le CIUS de la capitale nationale applique maintenant un plan d'intervention d'urgence dans ce dossier. C'est ce qui est fait maintenant. Et le 20 millions qu'on a annoncé il y a quelques jours s'applique maintenant pour l'ensemble du Québec. Alors, je suis ces situations de façon soutenue. Il faut que les gens qui ont un problème de santé mentale aient accès à une équipe, à un psychiatre quand c'est nécessaire, mais à une équipe qui va prendre soin d'eux. La santé mentale, c'est aussi important que n'importe quel autre programme en santé et en services sociaux. Question principale, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines, questionné par la porte-parole de Québec solidaire, le premier ministre s'est levé ici pour justifier les salaires mirobolants des mandarins de l'État. Je le cite. Dans notre société, il y a différentes fonctions, il y a différentes responsabilités, il y a différents salaires. Il nous a expliqué que dans un système capitaliste, c'est normal de dépenser des millions pour avoir des gestionnaire de très haut niveau. Michael Sabia, le PDG de la Caisse de dépôt, fait 4 millions de dollars par année. Ça, c'est la crème de la crème, Monsieur le Président. Pourtant, c'est sous sa gouverne qu'a éclaté un des pires scandales de l'histoire de la Caisse dans l'affaire Otera. Les gestionnaires de la Caisse n'ont même pas été en mesure de faire appliquer des règles éthiques élémentaires. Pourtant, avec une fraction des ressources, des journalistes du Journal de Montréal ont découvert le scandale. Monsieur le Président, le ministre des Finances trouve-t-il encore que Michael Sabia mérite son 4 millions de dollars par année? Le ministre des Finances trouve-t-il que Michael Sabia a été à la hauteur de ses responsabilités? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, je l'ai dit, l'éthique et l'intégrité, c'est non négociable. Monsieur Sabia a toute ma confiance. Nous avons eu une enquête exhaustive qui a démontré qu'il n'y avait pas de fraude ou de blanchiment d'argent dans le portefeuille de la Caisse, mais que des individus n'ont pas respecté le code d'éthique en place. Et là, on va le bonifier, ce code d'éthique-là. Bien sûr, il y aura des mesures pour l'avenir, mais des individus ont eu des manquements professionnels, ils ont des sanctions, des congédiements pour cause, et je suis satisfait des ressources qui ont été dédiées à l'enquête, et j'ai pris connaissance des conclusions. Et oui, les journalistes ont fait du bon travail, et c'est pour ça qu'on a déclenché l'enquête. Première complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on croirait que la réponse du ministre a été écrite par le département des relations publiques de la Caisse de dépôt de placement du Québec. Il nous dit la même chose que Michael Sabia. C'est quelques pommes pourries. On va faire quelques ajustements à Otera et tout va bien aller. Pourtant, à CDPQ Infra, une autre filiale de la Caisse de dépôt de placement du Québec, celle qui va construire le REM à 6 milliards, là, il y a un conseil d'administration formé de 3 personnes seulement, dont Michael Sabia, avec aucun administrateur indépendant. Est-ce que ça aussi, c'est digne des gestionnaires de très haut niveau? Monsieur le ministre des Finances. D'abord, Monsieur le Président, je veux rassurer le député, je compose mes réponses moi-même. Ça, c'est... Okay. Et j'écoute sa question et je fais les efforts pour y répondre. Bon. Okay. Alors, il y a des améliorations à apporter. C'est indéniable. Quand on a une situation comme ça, bien sûr, il y a des améliorations à apporter. Je suis satisfait de l'enquête exhaustive et il y aura des améliorations au niveau des conseils d'administration, notamment d'Otera, des codes d'éthique et la ligne de défense, la première ligne de défense pour toute organisation, à l'embauche, parce que clairement, ces gens-là avaient des problèmes d'éthique, mais ils n'auraient tout simplement pas dû être embauchés. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Alors, tous auront remarqué l'absence de réponse au sujet du conseil d'administration de CDPQ Infra.
Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, écoutez, le ministre des Finances est en train de répondre à la question, a répondu à la question du député de Gouin en vertu de notre règlement. Le ministre des Finances le dit lui-même, il s'efforce de répondre adéquatement à la question. On ne peut pas juger de la réponse. Monsieur le député de Gouin, veuillez poursuivre. Président, tout simplement dire que j'ai le droit, en vertu de nos règles, de dire que je juge, que je n'ai pas eu de réponse à ma question. Il n'y a aucun règlement dans le livre que le leader du gouvernement connaît par ailleurs assez bien, qui m'empêche de dire que je trouve que je n'ai pas eu de réponse. Monsieur le député de Gouin, je vous demande de poursuivre votre question, s'il vous plaît. Ce n'était pas terminé. En effet, je vais citer le Larousse, Monsieur le Président. Responsabilité non féminin, fonction, position qui donne des pouvoirs de décision, mais implique que l'on rende des comptes. Depuis 24 heures, la direction de la Caisse minimise la situation, blâme les autres, dit que tout va bien. Est-ce que le ministre trouve qu'en agissant ainsi, la haute direction de la Caisse de dépôt rend des comptes et assume ses responsabilités? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, bien sûr que la Caisse de dépôt rend des comptes. Ils étaient dans mon bureau, Mme Thomasin, M. Sebia. Pas plus tard que lundi, nous avons discuté de cela, de ce sujet. Il y a eu une enquête exhaustive, des montants importants. On a utilisé l'intelligence artificielle pour revoir tous les courriels, les textos, faire la lumière. Bonne nouvelle, le portefeuille de la Caisse est intègre. Aucune fraude, aucun blanchiment d'argent. Des manquements professionnels et personnels par 4 individus, des congédiements pour cause pour 3 individus. Voici les conclusions. Je suis satisfait du leadership de la Caisse dans ce dossier. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Allons-y, Monsieur le Président. Le ministre de l'Immigration peut affirmer le contraire, mais il ne peut nier l'évidence que les conséquences des dispositions proposées par le projet de loi 21 affecteront principalement les femmes. En incluant les enseignants à l'interdiction de signes religieux, le gouvernement vise un secteur occupé à plus de 75 % par des femmes. De nombreuses organisations nous ont dit, au cours des consultations, craindre les effets préjudiciables pour les femmes de certaines communautés qui sont souvent plus vulnérables. Le meilleur facteur d'intégration qui soit, c'est l'emploi. Le gouvernement s'apprête à en restreindre l'accès. La semaine dernière, la Fédération des femmes du Québec s'est inquiétée du lourd silence de la ministre de la Condition féminine. Je joins ma voix à la leur. Si un dossier doit interpeller la ministre de la Condition féminine, c'est bien celui des effets du projet de loi 21 sur les femmes. Comment la ministre peut-elle rester insensible à toutes ces femmes visées par le projet de loi? Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, écoutez, on voit du côté du Parti libéral, dans le cadre du projet de loi 21, à la fois le député de La Fontanière, à la fois la députée de Marguerite-Bourgeois aujourd'hui, qu'on souhaite diviser la population. Or, le projet de loi 21, au contraire, vise à faire en sorte de pouvoir passer à autre chose et de rassembler la population québécoise autour d'un consensus en lien avec la laïcité de l'État. Et on a tenu 2 semaines de consultation particulières, Monsieur le Président, avec les différents groupes. Et il y a des groupes de femmes également qui sont venus nous dire adopter le projet de loi, notamment pour le droit des femmes, est venu nous dire qu'ils souhaitaient ardemment. Mme Jemina Benhabib est venue également nous dire qu'il fallait que le projet de loi soit adopté. Donc, il y a une série d'intervenantes qui sont venues nous dire à quel point c'était pertinent. Et donc, le projet de loi, ce qu'il fait, Monsieur le Président, il fait la séparation entre l'État et les religions. C'est un projet de loi qui s'applique autant aux femmes qu'aux hommes et à toutes les religions. Alors, Monsieur le Président, je pense que dans ce dossier-là, nous ne devrions pas instrumentaliser, opposer la population et surtout voir la portée du projet de loi qui va faire enfin, une fois pour toutes, la séparation entre l'État et les religions et que le dossier des signes religieux sera réglé pour les personnes en situation d'autorité. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. La CSN a été très claire en consultation. Loin d'aider les femmes à intégrer le marché du travail, le projet de loi 21 va contribuer à les isoler, même pire, à les ghettoiser.
Même une université comme celle de Stanford nous alerte face à la stigmatisation, l'isolement et la ghettoisation prévisible de ces femmes. Le gouvernement se décrit comme étant pragmatique et d'action. Comment la ministre compte-t-elle réellement réparer les dégâts sociaux que va engendrer le projet de loi 21? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le ministre de l'Immigration est le seul à qui appartient la parole. Je vous demande votre attention. Monsieur le Président, l'exemple est intéressant qui est formulé par la députée de Marguerite Bourgeois. La CSN, durant près de 6 ans, avait la même position relativement au fait d'interdire les signes religieux pour tous les fonctionnaires de l'État. Or, la CSN, Monsieur le Président, a viré capot il y a à peine 3 mois avec une nouvelle position. Cela étant dit, je serais curieux d'entendre les différents membres de la CSN en lien avec la position prise par l'exécutif de la CSN à ce niveau-là. Or, le projet de loi, ce qu'il fait, c'est qu'il interdit le port de signes religieux pour toutes les personnes en situation d'autorité dans des fonctions particulières, juges, policiers, gardiens, agents de services correctionnels et également enseignants directeurs d'école. Je pense qu'au Québec, la déconfessionnalisation... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Le Conseil du statut de la femme, autre organisme qui n'a pas pu être rencontré, qui relève de la ministre de la Condition féminine, demande au gouvernement de prendre le temps de tenir des études pour convenir de la pertinence ou non d'interdire le port de signes religieux du personnel scolaire. Est-ce que la ministre va désavouer la proposition de son propre conseil? Monsieur le ministre de l'Immigration, en réponse, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, le Conseil du statut de la femme dit également qu'il est en faveur de l'interdiction du port de signes religieux pour les personnes en situation d'autorité. Il aurait été opportun, Monsieur le Président, que la députée de Marguerite Bourgeois informe cette Chambre de la totalité du contenu du mémoire. Or, savez-vous quoi? Dans toutes les fonctions qui sont visées par l'interdiction du port de signes religieux, il y a des policiers, il y a des policières, il y a des juges, hommes, femmes, il y a des agents correctionnels également, féminines. Alors, le projet de loi s'applique à tous de la même façon. Or, il est faux de dire et de prétendre ce que la députée de Marguerite Bourgeois prétend. C'est un projet de loi qui va tourner la page sur 10 ans de débat et qui est bénéfique pour le Québec. Question principale, Monsieur le député de Rimouski. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous lire une question posée il n'y a pas si longtemps par le député de Granby. Les crédits à la rénovation Rénovert, Logis Rénov et Éco-Rénov ont connu un immense succès au cours des dernières années au Québec. Des milliers de familles québécoises les ont utilisés pour diminuer le coût de leurs travaux, ce qui a permis de générer de l'activité dans l'industrie de la construction et de réduire le travail au noir. Plus de 200 000 contribuables ont réclamé les crédits Éco-Rénov et Logis Rénov. Leurs réclamations se sont élevées à 320 millions de dollars. Malgré le succès et les effets bénéfiques sur l'économie, l'actuel programme Rénovert prendra fin bientôt, ce qui soulève l'incertitude pour les ménages, les familles québécoises qui souhaitent entreprendre des travaux pour l'année en cours. Le député demandait de prolonger le programme. Ironie, c'est la CAQ qui a mis fin au programme Rénovert. Je demande à quelqu'un du gouvernement de répondre au député de Granby, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Finances. J'ai manqué l'humour, Monsieur le Président. Le programme Rénovert. Alors, nous avons une multitude de programmes de la rénovation, dont Réno Climat, qui fait exactement la même chose que ce programme. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le programme n'était pas financé par le gouvernement précédent. C'était un programme cyclique qui avait été introduit pour aider la rénovation. Or, la rénovation va extrêmement bien au Québec. Lorsqu'on a un secteur de l'économie qui va bien, on n'a pas besoin d'un crédit d'impôt pour lui donner du support supplémentaire. On peut utiliser les ressources pour des activités qui sont plus importantes, telles la santé et l'éducation. Première complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. C'est un programme efficace. C'est un programme où on est gagnant-gagnant, les commerçants et les familles, ceux qui font les rénovations. C'est un programme qui limite le travail au noir. C'est très important aussi. C'est un programme qui participe à la lutte à la crise climatique. Et aussi, c'était une promesse de la CAQ. C'était un engagement électoral de la CAQ. Le premier ministre disait tantôt qu'il respecte ses promesses. Est-ce qu'il pourrait respecter cette promesse-là et remettre le programme Rénovert? Monsieur le ministre des Finances, à vous la parole. J'invite les députés à participer au débat cet après-midi que nous aurons sur ce sujet exactement.
Rénov'Vert, c'est un bon programme. C'est un programme cyclique. Lorsque l'économie ralentit, on veut stimuler la rénovation résidentielle et on y va avec un programme comme Rénov'Vert. Or, l'économie du Québec va très bien. D'ailleurs, c'est reconnu par l'agence de notation des BRS. Cette industrie n'a pas besoin d'un crédit d'impôt pour jouer son rôle. Quant au travail au noir, le crédit d'impôt est donné à tout le monde, pas seulement à ceux qui n'avaient pas l'intention de déclarer leurs travaux. Or, ça fait un crédit d'impôt qui est extrêmement dispendieux pour l'État, car la majorité des gens sont honnêtes et n'utilisent pas le travail au noir. Je vous rappelle votre attention encore une fois. La parole appartient aux députés de Rimouski. Tous, votre attention, s'il vous plaît. Ce programme-là amène des investissements, des travaux totaux dans ma région du Bas-Saint-Laurent pour plus de 47 millions de dollars. Je vais vous dire, on a besoin de ça chez nous, ces investissements-là. Vous l'aviez promis. C'était un engagement. C'était clair. Il était encore sur le site d'Internet de la CAQ il n'y a pas si longtemps. C'est une promesse. Promesse. Est-ce que vous allez respecter votre promesse, s'il vous plaît? Monsieur le ministre des Finances. J'ai eu le grand privilège d'être impliqué dans le cadre financier de la CAQ, un cadre financier responsable, solide, et Rénov'Vert n'était pas dans ce cadre financier. Et j'aimerais le répéter à tous, je ne critique pas la valeur de Rénov'Vert. Rénov'Vert est un programme cyclique qui vise à stimuler la rénovation résidentielle lorsque l'économie ralentit. Or, la rénovation résidentielle au Québec va très bien. Pour ce qui est de son aspect relié au changement climatique, nous avons priorisé Rouler vert, que le gouvernement précédent n'avait pas non plus financé. Et nous avons un autre programme, Réno Climat, qui est excellent, qui fait exactement la même chose. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent, cette fois. Dans le dossier des maternelles 4 ans, Monsieur le Président, on ne reproche pas à la CAQ d'être incohérent. Au contraire, ils sont parfaitement cohérents dans leur improvisation. Le premier ministre nous demande de retourner voir son cadre financier. On l'a fait. Coup de système. Pas vraiment chiffré, mais au départ, il parlait de 5 200 classes, après ça, au budget de 3 400 classes, et après ça, on est rendu à 2 600 classes, puis maintenant, on ne sait plus. Durant les élections, les classes, c'était 122 800, après ça, 800 000, maximum 1 million. Puis par la suite, si on fait le calcul, on passe de son 153 millions à presque à 2 milliards de dollars. Ça, c'est juste en infrastructure. Alors, moi, là, j'ai plusieurs questions, comme plusieurs Québécois. Qu'est-ce qui se passe dans le dossier des maternelles 4 ans? Est-ce qu'on peut juste avoir un plan, une direction, savoir où est-ce qu'on s'en va? Puis pendant ce temps-là, le programme Agirto, vous allez mettre 48 millions de dollars pour dépister, mais vous allez mettre 2 milliards dans du béton. Est-ce que ça, c'est cohérent? Je vous rappelle qu'on ne peut présenter que des tableaux. Le dernier, je pense pas que c'en était un. La réponse, s'il vous plaît, du ministre de l'Éducation. C'est bien, Monsieur le Président. C'est quand même quelque chose de se faire des leçons de cohérence par quelqu'un qui appartient à un parti qui existait avant qu'elle se joigne à ce parti, il faut bien le mentionner, et qui disait en 2016, dans une résolution, que le gouvernement du Québec travaille à augmenter la fréquentation scolaire et l'engagement de l'élève dans son parcours scolaire en généralisant le déploiement de la maternelle 4 ans le plus rapidement possible. Bon, il semble qu'ils ont changé d'idée depuis. Pour ce qui est des chiffres, bien, écoutez, c'est assez clair que ça coûte pas mal plus cher le décrochage que l'investissement dans la jeunesse québécoise. Le décrochage scolaire, ça coûte 1,4 milliard à chaque année au Québec, aux Québécois. 1,4 milliard. On a un problème de pénurie de main-d'œuvre en ce moment. On a à peu près 20 de nos jeunes Québécois qui ne réussissent pas à décrocher le premier diplôme. On a un taux de décrochage alarmant chez nos élèves qui sont HDA, handicapés en difficulté de déficit, qui sont en déficit d'attention et en problème. Et on nous dit, statu quo, faisons comme pendant les 15 dernières années. Bien, nous, on refuse. Première complémentaire, encore une fois, à votre attention. Monsieur le député de Lapinière. Président, en réponse aux commissions scolaires, le ministre de l'Éducation a dit, si vous avez des problèmes d'infrastructure, n'appelez pas le ministre, appelez l'ébéniste. Si vous avez des problèmes d'argent, appelez le ministre. L'appel qui va arriver au ministre va être évidemment transféré au Trésor, où on espère que l'appel va être important. Alors, le ministre de l'Éducation qui promet des sommes additionnelles si les commissions scolaires en demandent, est-ce que le président du Conseil du Trésor peut nous dire s'il est d'accord et à quelle hauteur il va augmenter leur budget?
Monsieur le Président du Conseil du Trésor, la parole vous appartient. Alors, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup la question parce qu'on a discuté le point à l'intérieur des discussions sur le PQI et j'avais bien expliqué en collaboration avec le ministre de l'Éducation que cette année, on prévoyait faire 250 maternelles 4 ans additionnelles parce que c'était notre première année, ce qui portait à peu près le nombre de maternelles 4 ans aux alentours de 600, ce qui était exactement dans nos prévisions. Alors, nous avons tenu compte, à l'intérieur de notre PQI, non seulement des investissements qui se feraient cette année, Monsieur le Président, mais aussi dans les prochaines années, et nous avons dit très clairement que nous reviserions le programme d'investissement au fur et à mesure qu'on aurait l'intérêt des parents pour le programme. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Ma question était non seulement excellente, mais elle était claire. Le ministre de l'Éducation a dit « Si vous avez besoin d'argent, appelez-moi ». C'est clair que l'appel va être transféré au président du Conseil du Trésor. Et la question, elle est très simple. Ce n'est pas une question d'infrastructure. Est-ce que le président du Conseil du Trésor va répondre favorablement aux demandes des commissions scolaires qui vont passer par le bureau du ministre de l'Éducation, oui ou non? Un choix simple, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président du Conseil du Trésor, la parole vous appartient. Monsieur le Président, non seulement ma réponse, elle était claire, et je pense que le député de Lapinière devrait rester très calme. Je vais être très calme dans ma réponse. Nous avons dit que l'éducation, Monsieur le Président, était... Pardon? Merci. Nous avons dit que l'éducation était une priorité. Il n'y a pas une fois où on a eu des demandes du ministre de l'Éducation, nous n'avons pas répondu favorablement. Une priorité pour nous, c'est une priorité, et contrairement à ce qui a été fait par le gouvernement libéral dans les dernières années, l'éducation est une priorité. Je demande d'éviter de vous interpeller, bien sûr. Question principale, Monsieur le député de Viau. Merci, Monsieur le Président. Le tourisme est une industrie ayant eu des retombées économiques de 15,7 milliards en 2018 dans les régions du Québec. Cette année, le taux de chômage se situe à un niveau historiquement bas et cela engendre des impacts dans le secteur touristique où environ 20 000 emplois seraient à combler selon l'édition du 13 mai 2019 du Journal de Québec. À titre d'exemple, Monsieur le Président, 2 000 emplois à combler en Montérégie, 660 postes à combler à Laval, 1 131 en Mauricie, centre du Québec, 300 en Gaspésie, 4 emplois sur 10 dans les régions périphériques de Québec. Compte rendu de cette situation particulière, l'industrie ne peut pas attendre à l'automne prochain pour la mise en place de solutions. La ministre devrait agir immédiatement sur cet enjeu. Ma question fort simple, qu'est-ce que la ministre compte faire pour la saison estivale 2019? Madame la ministre du Tourisme. Merci, Monsieur le Président. Merci aux collègues de Viau. En fait, avant qu'on ne parle des enjeux reliés à la pénurie de main-d'œuvre, lors du premier budget de la Coalition Avenir Québec, le ministre des Finances a présenté des mesures favorables au retour à l'emploi dans l'industrie touristique. C'est notre gouvernement qui a décidé de ramener les travailleurs expérimentés dans notre industrie. Donc, des travailleurs expérimentés à qui on va donner donc un crédit d'impôt pour les ramener dans notre industrie. C'est des gens qui sont passionnés par l'industrie, qui veulent venir travailler durant les hautes saisons de l'industrie touristique et qui choisissent de voyager, eux, en dehors de la grande saison. Alors, nous allons répondre aux demandes de l'industrie touristique. Le Québec est sur une formidable lancée. 3,5 % d'augmentation de touristes qui viennent au Québec. Je suis convaincue que l'industrie touristique, tout ensemble, va s'aligner pour faire en sorte, j'ai pas terminé, Monsieur le député de Viau, donc pour faire en sorte qu'on réponde favorablement, et je salue d'ailleurs le travail du ministre des Finances pour aider notre industrie québécoise. Première complémentaire, maintenant, Monsieur le député de Viau. Et pourtant, Monsieur le Président, lors des consultations, ce que j'ai entendu de la part de l'ensemble des acteurs de l'industrie, c'est la pénurie de main-d'œuvre et la priorité. Maintenant, la ministre a bien vouloir nous annoncer, c'est quoi le plan? Comment? Pour la saison estivale 2019, l'expérience touristique doit être à la fois pour les visiteurs et pour les Québécoises et Québécois qui visitent la région du Québec un succès. Comment? C'est quoi le plan? Madame la ministre du Tourisme. Monsieur le Président, je tiens à rassurer cette Assemblée. L'industrie touristique va extrêmement bien au Québec. Je le répète, le ministre des Finances a amené dans le premier budget de la Coalition Avenir Québec des mesures claires
des mesures efficaces pour amener les travailleurs expérimentés. On est allé encore plus loin, Monsieur le Président, avec mon confrère, le ministre du Travail et de l'Emploi. On a lancé une vaste campagne de valorisation de l'industrie touristique. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons consulté les gens de notre industrie et vous savez quoi? Ils nous ont dit, Madame la ministre, aidez-nous à valoriser les emplois dans l'industrie touristique. Conjointement avec mon confrère, c'est ce qu'on a fait. On a déployé donc une vaste campagne de valorisation. Deuxième complémentaire, monsieur. Monsieur. Madame la députée de Vaudreuil. En principal, monsieur. En principal. Ça doit être une complémentaire. La principale appartenait au deuxième groupe d'opposition. Alors, en complémentaire, Monsieur le Président. Alors, on va parler du tourisme à Vaudreuil. En parlant de tourisme, est-ce qu'on peut inviter, c'est une invitation officielle à la ministre de venir rencontrer des sinistrés, et il y en a qui sont ici présents. Monsieur le leader du gouvernement, en terminant quelques secondes. Monsieur le Président, bien que nous apprécions l'effort de la députée de Vaudreuil de faire un lien dans sa question avec la question principale du député de Viau, le sujet de la question complémentaire doit toucher la question principale. Non, maintenant, on poursuit sur la question complémentaire sur le sujet amorcé. On parle d'hébergement, de tourisme. On héberge nos sinistrés à l'hôtel. L'hôtel, c'est une forme d'hébergement. Alors, je repose ma question. Est-ce que la ministre peut venir rencontrer les sinistrés? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, écoutez, la collègue du tourisme a répondu aux questions relativement à la pénurie de main-d'œuvre, aux emplois à combler dans l'industrie touristique. Elle a répondu à juste titre. Et la députée, la ministre de la Sécurité publique a répondu relativement aux différents programmes en lien avec la situation et nous avons eu l'occasion. Cela étant dit, Monsieur le Président, on ne peut pas faire indirectement ce qu'on peut faire directement et j'invite la prochaine fois à respecter davantage le règlement. Les collègues de l'opposition. S'il vous plaît, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.